Bruno Cazenave, bonjour. Bienvenue dans le Forum des Humanités. Alors Bruno, vous enseignez au sein de l'ESCE, vous êtes responsable de la spécialisation contrôle de gestion, qui sera bientôt ouvert en alternance d'ailleurs l'année prochaine, on vient d'en parler. Si je vous invite dans le cadre du Forum des Humanités, c'est pour parler d'une thématique plus générale qui est celle de l'invisible et du dialogue avec les invisibles de la part des sciences. Vous êtes économiste de formation et aujourd'hui nous allons parler d'un livre, d'un ouvrage, celui de Pierre-Yves Gomez, qui est économiste également, qui est enseignant-chercheur au sein de l'EM Lyon, qui dirige la Société française de management et qui a commis une enquête, ou plutôt plusieurs enquêtes, sur le travail, sa disparition. Et nous allons nous intéresser, le titre indique déjà la thématique, sur le travail invisible. Donc ce premier tome qui était consacré au travail invisible et à sa disparition. Cette thématique, elle est revenue dans l'actualité récemment, du fait du Covid, du fait de ces travailleurs du front, qu'on a qualifiés de travailleurs invisibles, qui ont acquis soudain, au moment du confinement, une visibilité sociale extraordinaire. Pourtant, l'ouvrage de Pierre-Yves Gomez, il est beaucoup plus ancien et sa notion est différente. Alors peut-être qu'il faudrait déjà clarifier le concept. Oui, alors bonjour Olivier. C'est vrai que l'ouvrage de Pierre-Yves Gomez, il date quand même de 2013, et c'est vrai qu'il trouve aujourd'hui dans l'actualité, enfin il résonne beaucoup en fait avec l'actualité. Alors il y a quand même une différence entre le travail que fait Pierre-Yves Gomez sur le travail invisible, et puis l'ensemble des gens qui ont été remis justement à l'honneur là dans le cadre du Covid, qui sont plutôt des travailleurs invisibles. En fait, ce qui a été révélé pendant le Covid, ce sont plutôt des travailleurs invisibles. Des caissières, des agents de manutention, voilà, donc ils ont été remis un peu sur le devant de la scène, et c'est pas tant à ces travailleurs invisibles que Pierre-Yves Gomez s'intéresse. En fait, il s'intéresse à ce qu'il appelle un processus de disparition du travail. Alors, c'est vrai que vous disiez, c'est très juste, en fait, le sous-titre de son ouvrage, c'est « Enquête sur une disparition ». Et donc, ce premier ouvrage, en fait, il est suivi de deux autres, où en fait Pierre-Yves essaie d'enquêter sur cette disparition. Dans ce premier ouvrage, c'est plutôt une analyse et une trajectoire macroéconomique. Le deuxième ouvrage qui s'intéresse, lui, plus aux mécanismes microéconomiques, et puis le troisième ouvrage qui est en écriture, lui va s'intéresser à finalement ce que va donner cette société dans laquelle, pour lui, le travail va devenir invisible. Alors, cette grande transformation du travail, en fait, il l'associe à un certain nombre de modifications macroéconomiques depuis les années 70 qui ont amené justement à transformer ce qu'il appelle le travail vivant, c'est-à-dire le travail dans lequel vous ou moi, on met de la sueur, des efforts, mais aussi de la satisfaction. Et comment, en fait, ce travail vivant, il est transformé en une espèce d'abstraction. Alors, c'est une abstraction qu'on peut qualifier de comptable, abstraction financière, et qui devient pour Pierre-Yves Gomez un travail qui est mort. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette transformation, en fait, lui, il l'associe beaucoup à l'émergence, ou en tout cas la massification d'un esprit de rente. Voilà. Alors cet esprit de rente, c'est pas Pierre-Yves Gomez qui en est l'inventeur ou qui en est l'auteur. Déjà, Balzac, en 1840, il décrit dans ses ouvrages le rentier. Il est quand même pas tendre avec le rentier. Il décrit le rentier comme étant quelqu'un de médiocre, quelqu'un qui assure une espèce de barrière cotonneuse, c'est comme ça qu'il l'a décrit, entre d'un côté, je cite, les dangereux prolétaires, et de l'autre, ce qu'il appelle les curieux propriétaires. Donc on voit bien déjà que le rentier, à cette époque-là, est quand même pas très bien perçu. Ce que dit Pierre-Yves Gomez, c'est que cet esprit de rente, c'est quoi? Eh bien, c'est un désir profond qu'on a tous plus ou moins, de dissocier d'un côté nos revenus et de l'autre le travail qu'il faut réaliser pour vivre de ces revenus. Et donc Pierre-Yves dit il y a une dissociation qui est de plus en plus marquée entre le fait de vivre de ses revenus et le fait de travailler. Donc en fait c'est cette enquête-là, cette espèce de déconnexion qui file dans tout son ouvrage, en essayant de nous expliquer comment, en fait, cet esprit de rente, il s'oppose alors à l'esprit de travail. L'esprit de travail, c'est je vis de mon travail, mais au sens financier, mais aussi au sens fort, c'est-à-dire que mon travail me fait vivre et me fait accomplir en tant qu'être vivant. Puis il s'oppose aussi à l'esprit d'entreprise. J'entreprends quelque chose et finalement j'obtiens des fruits de cette entreprise. Et donc en fait voilà, cette déconnexion, lui qui essaie d'expliquer, et il essaie d'expliquer pourquoi en fait cet esprit de rente devient quelque chose de massif, il devient une revendication de chacun d'entre nous. Nous avons droit, chacun d'entre nous, à une rente.
d'autant plus qu'on nous promet ou on nous menace depuis maintenant plusieurs dizaines d'années d'une société sans travail, ou en tout cas une société dans laquelle le travail devient marginal et les loisirs deviennent une norme. Donc en fait, tout son travail à lui, dans ce travail invisible, c'est de dire comment finalement ce travail vivant, il devient un travail mort. Une deuxième personne qui a parlé de la rente, c'est Marx. En fait, le projet marxiste, notamment un des grands axes du projet marxiste, c'est justement d'abolir cette rente qui, selon Marx, provient du prolétariat et est distribuée de façon injuste aux bourgeois, aux capitalistes et aux aristocrates. Donc on y reviendra, je pense, dans l'entretien sur ce que veut dire finalement cette rente de masse par rapport à une approche marxiste. Là aussi, c'est très intéressant politiquement, c'est dit, ce ne sont pas des décisions spectaculaires qui ont été prises, qui ont changé la face du monde et qui ont développé cet esprit de rente, ce sont des décisions ou des forces obscures, de petites décisions qui vont avoir un impact immense. Vous avez raison, c'est absolument intéressant ce que fait Pierre-Yves dans son ouvrage, c'est de dater précisément un moment où cette déconnexion entre le travail et le revenu du travail, notamment le travail et les retraites, et au moment où cette bifurcation elle intervient. En fait, ce que fait Pierre-Yves, il fait une espèce de généalogie de la manière dont le travail est devenu invisible. Et cette date, elle est très très précise, effectivement, c'est sous la présidence de Ford. C'est en septembre 1974, où une loi est votée. Alors cette loi, dit Pierre-Yves Gomez, elle est relativement obscure, mais pas au sens complotiste, oui, pas au sens où il y aurait des forces obscures qui domineraient le monde de l'économie et qui s'imposeraient à tout le monde. C'est une décision qui est très technique, elle est obscure parce qu'elle n'a pas été très bien comprise au début, notamment sur les effets et les impacts qu'elle pouvait avoir. Alors cette loi, c'est la loi ERISA. Donc ERISA, ça veut dire Employee Retirement Income Security Act. Alors de façon très très basique, ça concerne le financement des retraites des salariés américains. Alors pourquoi 74 et pourquoi cette loi? Il faut savoir que les salariés américains, pour financer leur retraite jusqu'en 74, ce qu'ils font, c'est que dans l'entreprise dans laquelle ils cotisent à des caisses de retraite. Ces caisses de retraite, ce sont les fameux fonds de pension, qui existaient déjà dans les années 60, qui défraient aujourd'hui la chronique. Donc ces fonds de pension, ce sont donc des caisses de retraite, et chacune de ces caisses de retraite, elle est rattachée à l'entreprise dans laquelle travaille le salarié. C'est-à-dire qu'en fait, ces fonds de pension collectent l'épargne future qui doit être versée aux salariés. Alors bien évidemment, que font les gérants de ces fonds de retraite, de ces caisses de retraite? De façon privilégiée, ils réinvestissent cette épargne dans l'entreprise pour renforcer le financement de l'entreprise. Et puis le problème, c'est qu'en 63, un constructeur automobile, dont certains se rappellent encore le nom, c'est Studebaker, fait faillite. Et donc Studebaker, non seulement fait perdre leur emploi aux salariés, mais en plus se déclare complètement incapable de payer et de verser la rente aux salariés qu'il met sur le carreau. Et donc double peine, c'est-à-dire que non seulement les salariés perdent leur boulot, mais en plus ils ne pourront pas bénéficier de cette rente. D'où la loi ERISA. Donc en 74, les deux grands changements qui interviennent dans la loi, d'abord il y a une obligation de transparence de la part de ces fonds de pension. Transparence et sécurité. Et surtout le thème de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité des sommes qui sont investies, c'est quelque chose qui va être très très majeur dans la manière dont le travail, au bout d'un moment, va devenir invisible. Et la deuxième modification, la deuxième transformation, c'est l'indépendance des caisses de retraite. C'est-à-dire les fonds de pension, auparavant, jusqu'en 74, rattachés à une entreprise particulière, prennent leur envol, prennent leur indépendance et deviennent des entités économiques indépendantes. Donc en fait, ces deux modifications, elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre le développement, alors non pas tant des marchés financiers, mais elles vont permettre le développement de nouveaux acteurs autonomes, indépendants, avec bien évidemment leurs propres objectifs et puis la poursuite d'objectifs qui leur sont vraiment très très spécifiques. On voit en fait au départ, cette idée, c'est que c'est plutôt une décision qui est faite pleine de bonnes intentions. Les fonds de pension existaient déjà, mais leur dépendance à l'entreprise mère, si celle-ci venait à s'écrouler, mettait les salariés qui perdaient donc leur emploi dans une situation de grande difficulté. Donc au départ, on a l'impression que ce sont des bonnes intentions qui nourrissent cette réforme. Nul ne pouvait imaginer le développement et cette accumulation de capital ensuite qui aura un impact concret sur le travail, parce que pour l'instant on parle de l'épargne mais on ne parle pas du travail.
On voit donc se développer, non pas un marché financier comme vous l'avez dit, mais selon Pierre-Yves Gomez, une industrie de services financiers avec des acteurs qui sont spécifiques, qu'on pourrait nommer des passeurs, qui jouent le rôle d'interface entre les marchés et l'entreprise, qui d'une certaine façon traduisent le langage des marchés pour l'entreprise et vice-versa. Oui, absolument. C'est vrai que Pierre-Yves ne s'intéresse pas tellement aux marchés financiers en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il dit les marchés financiers, le marché financier n'est pas un roi. Lui, ce qui l'intéresse plutôt, c'est effectivement ce qu'il appelle les ateliers de la répartition de l'épargne ou de la fabrique de l'épargne. Il parle aussi de tuyauterie, il parle aussi de machines financières. C'est à la fois très, très mécanique, mais à la fois très organique, c'est-à-dire que pour que cette industrie, elle fonctionne, il faut des gens. Il faut des gens, il faut des acteurs, mais il faut aussi des discours, il faut aussi des croyances. Alors c'est vrai que je pense que Pierre-Yves Gomez ne renierait pas que cette approche de dispositif, elle ressemble beaucoup à ce que Michel Foucault avait décrit comme étant des dispositifs, des assemblages. Donc en fait, il y a des articulations qui se mettent en route entre, alors d'un côté effectivement la libéralisation des marchés financiers. C'est vrai que la loi ERISA, elle est aussi, elle s'étend parce que les marchés financiers se libéralisent, parce que les commissions, par exemple, des traders dans les années 80, elles sont dérégulées. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus des commissions qui sont fixes. Donc c'est aux traders de trouver les meilleurs rendements, de trouver les meilleures opportunités. Donc, ils sont donc en compétition les uns avec les autres. Absolument. Il permet aussi d'aiguillonner, d'aiguiser un petit peu les performances des fonds. Donc il y a cet ensemble, cette batterie d'acteurs qui se mettent en place. Alors pas simplement à l'extérieur des marchés financiers, hein. Il y a aussi dans les entreprises des directeurs financiers qui prennent le pouvoir, des contrôleurs de gestion qui prennent le pouvoir. Je suis bien placé pour en parler. Donc il y a une espèce de nouvelle élite financière qui se met en place. Alors c'est pas nouveau hein, qu'il y ait des élites financières ou des élites en tout cas qui drivent et qui contrôlent et qui pilotent l'économie. Mais la spécificité de cette élite-là, c'est qu'elle remplace une élite d'ingénieurs qui était auparavant, qui s'occupait plutôt jusque dans les années 2000 des capacités de production. Et donc il y avait à ce moment-là une espèce d'antagonisme assez fort hein, entre les ingénieurs et puis les comptables, ce qu'on appelait à l'époque les comptables, qui étaient aussi assimilés à ce qu'on appelle les bean counters, donc les compteurs de haricots. À partir des années 2000, c'est un peu la revanche du comptable. Et en fait, c'est non seulement une revanche, mais aussi un changement de statut, puisque en fait, le comptable, il devient contrôleur. Voilà, donc dans les marchés financiers et dans les entreprises, on a des acteurs qui prennent de nouvelles responsabilités. Alors là aussi, hein, il n'y a pas de grande force obscure, il n'y a pas de main invisible, en tout cas, qui fait descendre cette décision dans les marchés financiers. Il y a juste des articulations, des réorganisations. Alors, en fait, les marchés financiers, ils sont aussi boostés par le fait que les fonds de pension devenus indépendants, eh ben, ont une capacité de drainer une épargne qui est massive. Et cette épargne massive, eh ben, elle va se déverser vers les marchés financiers. Alors, comme les fonds de pension ont une obligation de sécuriser les fonds pour éviter le phénomène Studebaker, eh bien, ces fonds, ils vont privilégier en priorité les grandes entreprises. Les grandes entreprises, parce que en tout cas dans les années 2008, too big to fail, trop gros pour tomber. Donc cette obligation de sécurité, elle permet de drainer une épargne massive vers des grandes entreprises qui deviennent de plus en plus grandes, qui deviennent qui deviennent des entreprises géantes. Il faut savoir que actuellement, enfin en tout cas en 2013, les 3/4 des capitaux des sociétés cotées appartiennent à des fonds de pension, des fonds d'investissement. C'est-à-dire à quel point, en fait, ces fonds de pension, ils ont su drainer cette épargne des épargnants, des salariés des entreprises américaines et puis anglo-saxonnes, vers ces grandes entreprises. Alors, une fois que cette épargne elle est drainée, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que l'industrie financière, donc ces acteurs, hein, que ce soit directeurs financiers ou gestionnaires de fonds, eh ben, ils mettent tout le monde sous pression. Ils mettent tout le monde sous pression et ce que Pierre-Yves Gomez dit, c'est on entre à ce moment-là dans une ère de hyper-compétition. Alors cette hyper-compétition, elle est aussi alimentée par le fait qu'il y a au même moment où les marchés se dérégulent, des normes internationales comptables qui permettent, ou qui viennent en tout cas faciliter la comparaison entre les différentes entreprises.
Donc ça veut dire que c'est l'extension du jargon des financiers anglais sur la capacité de dégager du free cash flow, d'obtenir un bon retour sur investissement, qui doit être, selon une doxa économique, aux alentours de 15%. Donc on voit que cette industrie financière, elle alimente aussi la compétition. Donc toutes ces grandes entreprises, pour drainer le maximum d'épargne, elles sont obligées d'être hyper compétitives et donc de courir finalement plus vite que les autres. Et c'est aussi un phénomène que décrit très bien Pierre-Yves Gomez, c'est le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de Red Queen, qui est une référence à Lewis Carroll dans Alice, où à un moment la Red Queen, donc la reine, dit qu'il faut courir 2 fois plus vite que les autres pour éviter de faire du surplace. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc c'est l'hyper-compétition. Et dans cette hyper-compétition, il y a un phénomène qui joue énormément, c'est l'innovation. C'est l'innovation. Alors, il faut innover. Alors, il faut innover à plusieurs titres. Il faut innover au niveau des produits. Donc, il faut tout le temps avoir la capacité de sortir de nouveaux produits. Mais aussi, il faut être agile. Et donc, cette innovation, elle n'est pas simplement au niveau du produit ou des services, elle est aussi au niveau des organisations. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on assiste constamment à des plans de transformation, des réorganisations. C'est-à-dire que les organisations sont constamment renouvelées. Il faut toujours bouger les organisations. Alors, on n'est plus dans l'innovation schumpeterienne. Hein. On n'est plus dans l'innovation qui crée de la valeur. On est plus, selon Pierre-Yves Gomez, dans une innovation qui tient plus de l'amphétamine pour booster l'hypercompétition que l'innovation dans les années 60. Donc voilà, on voit bien comment tout ça s'articule. Alors là aussi, c'est une espèce Pierre-Yves Gomez utilise cette image, une espèce de roue de hamster qui tourne avec comme noisette cette promesse de rente. Cette promesse de rente pour les salariés qui vont attendre aussi le fait que leur épargne puisse rapporter quelque chose. Il y a, je le traduis avec mes propres termes, puisque moi je suis un béotien et j'ai découvert ça aussi, ça m'a mis des grilles de lecture qui collaient avec des choses, des sensations que je pouvais avoir. Il y a, dans l'hypercompétition que vous décriviez, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il dit, en fait, paradoxalement, ça crée aussi du conformisme. Parce que tout le monde se surveille, tout le monde s'épie pour être en avance, mais du coup, on ne veut pas faire d'erreur, donc on regarde quel est son voisin. Et là, le discours sur l'innovation s'impose, comme discours aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de conformisme de l'innovation. Il faut innover à tout prix. On ne sait plus pourquoi on doit innover, mais il faut innover. Et ça rejoint aussi le fonctionnement des fonds de pension qui s'intéressent bien sûr aux résultats des grandes entreprises, mais qui s'intéressent surtout aux promesses de résultats et de profits à venir. Donc on est dans une économie qui fonctionne, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, à front renversé, c'est-à-dire qu'on se base non plus sur ce qui est fait, mais c'est ce qui va être fait. Et on crée de la valeur à partir de la valeur imaginée, supposée. Et donc l'entreprise, et nous-mêmes, ces acteurs, sommes obligés de courir derrière cette promesse afin de la réaliser. Et c'est là où le travailleur devient, à mon avis, invisibilisé. Il est soumis à ces chiffres, à ces modèles économiques, mathématiques, qui lui mettent une pression. Un des arguments forts du livre de Pierre-Yves Gomez, c'est moins à la limite la rente de masse que la promesse de rente de masse. Et ça, c'est quelque chose qui traduit très très bien en disant en fait, cette roue de hamster, cette promesse de noisette, hein, si on se met nous-mêmes dans une position de hamster, en fait, c'est la promesse de la noisette. Pour que cette promesse ne soit pas déçue, eh bien, effectivement, il faut que la roue continue de tourner. Alors, c'est vrai que, du coup, vous avez raison, le travail, il devient non pas le travail envisagé comme étant quelque chose qui nourrit la relation avec le client, qui apporte quelque chose au client, mais qui a du sens absolument. Il devient quelque chose qui est défini a priori, de façon abstraite, via des chiffres, des tableurs Excel et des algorithmes. Et en fait, c'est cette opposition entre le travail vivant, réel, qui donne du sens, qui nous donne du sens aussi dans notre vie, et le travail mort, ça s'appelle ce travail mort, qui fait que en fait, le travail vivant devient invisible. Alors, qui est responsable, si on essaie de voir un petit peu qui fait quoi? Il a des mots, Pierre-Yves Gomez, assez durs hein, sur les fonctions de la finance. Hein. Il dit en fait le rôle de la finance au sens large, hein, financier de marché, contrôleur de gestion, directeur financier, il dit finalement ce sont des métiers qui dissèquent le travail mort et qui embaument ce travail à travers des rapports d'activité. Voilà. Et je trouve que c'est très très vrai. Alors c'est assez cruel pour les gens du chiffre et notamment ceux qui, comme moi, enseignent le contrôle de gestion, parce que je pense qu'il y a une vraie réflexion éthique
tout cas à voir sur la manière dont on apprend ce genre de métier. Mais voilà, l'invisibilisation de ce travail, elle est une transformation abstraite où en fait le travailleur est moins pris en considération que la contribution du travail au bénéfice de l'entreprise. Et donc c'est vrai que l'innovation permet de faire tourner cette roue, en tout cas cette hyper-innovation permet de faire tourner cette roue. Alors on pourrait dire, mais on n'est pas des hamsters, on peut s'arrêter. Et puis une fois qu'on a lu le livre, on peut dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ce sont les traders, les financiers, ainsi de suite. Et ce que dit Pierre-Yves Gomez, enfin ce qu'il écrit, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait on ne s'arrête pas. La première, il dit, c'est une espèce qu'il appelle une ignorance immunitaire. Et en fait, d'abord, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre un petit peu l'ensemble de ces rouages, hein, au sens mécanique du terme, de cette industrie de la finance. Et puis, il y a un deuxième type comme d'ignorance qui est se couvrir les yeux, en disant, bien sûr, moi en tant qu'épargnant, en tant que salarié, je veux faire fructifier mon épargne, et c'est vrai que je vais quand même demander des comptes pour savoir pourquoi le rendement de mon assurance vie, finalement, il est inférieur à ce que j'attendais. Donc, c'est une espèce d'ignorance, mais qui est parfois un peu dupe. C'est-à-dire qu'on sait très bien aussi que dans l'hyper-innovation, c'est-à-dire le fait de pouvoir disposer de téléphones ou de générations de téléphones toujours plus performantes chaque année, il y a forcément quelqu'un qui travaille au bout de la chaîne de valeur, dans des pays à l'économie parfois pas très solide, mais on sait. Mais quand même, cette ignorance, on se cache un peu les yeux. La deuxième raison pour laquelle on n'arrête pas de tourner dans notre roue, c'est qu'en fait, cet esprit de rente, il est enraciné dans un besoin de sécurité. On voit les plans sociaux là, en période de Covid là, qui risquent d'intervenir dans les mois qui suivent. On est dans une société dans laquelle il y a un sentiment d'insécurité. L'esprit de rente, c'est un esprit qui permet aussi de se faire des petits à côté. Voilà, de préparer l'épargne pour les études des enfants, pour préparer l'épargne pour sa retraite. Donc il est d'autant plus fort cet esprit de rente qu'on est dans un climat d'insécurité. Et donc on sait, en tout cas la pandémie de Covid nous l'a prouvé, lorsque notamment les Français vivent un sentiment d'insécurité, ils épargnent plus. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore plus d'épargne disponible. Donc cette épargne, elle est encore plus drainée sur les marchés financiers, et donc elle fait encore plus tourner la roue dans laquelle on se trouve. La troisième grande raison, c'est l'hyperconsommation, qui est vraiment le miroir de l'hyper-innovation. C'est-à-dire que l'hyper-innovation ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a une hyper-consommation. Et là aussi, hein, il ne s'agit pas de dire il tourne dans la roue de hamster avec la promesse de rente, c'est nous tournons, et moi le premier, dans cette roue dans laquelle j'hyper-consomme. Mais cette hyper-consommation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que l'hyper-innovation puisse tourner. Voilà, donc globalement, c'est ces trois grandes raisons qui font qu'on continue de tourner dans cette roue, quoi, dans laquelle on ne s'arrête pas. Et où on arrive à vivre un cauchemar, peut-être le cauchemar de Marx, ou celui de l'aliénation du salarié, mais alors là, par lui-même, c'est-à-dire que c'est de l'auto-aliénation, on se soumet à nous-mêmes par la voie des épargnants que nous sommes. Absolument. Et il y a je ne connaissais pas ça aussi, je l'ai découvert, ce chiffre édifiant, c'était qu'il nous explique que la part, finalement, la progression des salaires depuis les années 70, elle est finalement assez faible. Par contre, la part de l'épargne, donc dans les revenus, dans le capital qui est détenu par chacun, progresse de façon, et compense cette hausse très relative des salaires. Donc nous sommes tous devenus nos propres exploitants. Voilà, donc effectivement, Pierre-Yves Gomez, il ouvre un peu son ouvrage par ce cauchemar de Marx. Alors, si on revient sur ce que Marx, la position de Marx par rapport à la rente, donc la rente était faite sur le dos du prolétariat et était versée à donc des classes sociales. Donc l'idée de Marx, c'était d'abolir la rente. Et en fait, ce que nous décrit Pierre-Yves Gomez, c'est pas l'abolition de la rente, c'est l'extension de la rente. C'est l'extension de la rente à tous. C'est une extension d'une rente massive à tous. Donc effectivement, c'est intéressant et c'est à la fois un peu aussi un peu tragique parce que ce que décrit Gomez, ou en tout cas ce qu'il illustre, il illustre un peu les différents comportements de l'épargnant salarié qui finalement va dire c'est pas moi, je ne suis pas responsable avec ma petite retraite.
L'épargnant salarié, il va pester contre les paradis fiscaux. Il va critiquer les salaires des traders. Mais, une fois de plus, ça ne sera pas le dernier à aller voir une banque, sa banque, pour comprendre pourquoi le retour sur investissement de son plan d'épargne en action, il est insuffisant. Le directeur financier, comme le contrôleur de gestion, tous les deux, ils font consciencieusement leur travail. Parce qu'ils sont pris dans l'engrenage de trouver des capitaux, de financer les projets, pour innover, pour hyper-innover. Et aucun d'entre eux, sachant que ce sont des gens que nous formons dans nos écoles de commerce, ils sont malveillants. De même que les gestionnaires de fonds, que nous contribuons aussi à créer dans nos écoles de commerce. Le gestionnaire de fonds, il veut battre le marché, il veut faire des coups. Donc ces trois personnes ne se connaissent pas. Le gestionnaire de fonds ne connaît pas l'épargnant, le directeur financier ne connaît pas l'épargnant. Donc on voit bien comment ces trois types d'acteurs, finalement, ils contribuent à faire tourner la roue, mais sans se connaître. Alors pour revenir à Marx, c'est vrai que Marx, qui voyait lui l'abolition de la rente, si aujourd'hui Marx renaît parmi nous, Marx verrait en fait que cette rente, elle s'étend. Si on regarde par exemple Airbnb, le fait que les propriétaires de maisons secondaires louent leur maison, cette location de maison, elle n'est pas malveillante, elle constitue un revenu supplémentaire pour pallier à une éventuelle vulnérabilité, la vieillesse, la perte de travail. Donc c'est vrai que si Marx revenait, je pense qu'il y a deux choses, en tout cas il y a deux phrases qu'on pourrait lui dire, enfin en les parodiant. Lui disait avec Engels, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Là, en fait, ce que nous montre Gomez, c'est épargnants actionnaires de tous les pays, unissez-vous. Et puis, le deuxième, c'est l'esprit de rente. C'est quoi? C'est l'opium du peuple. Donc, je pense qu'avec ces deux phrases, Marx, effectivement, se retournerait dans sa tombe. Mais c'est un peu ce que Pierre-Yves Gomez nous décrit dans ce livre, cet ajustement, ces articulations d'une idée, ou en tout cas d'une décision prise, et en fait des effets qui ont amené à la fois la disparition du travail vivant, et puis à cette rente de masse, ou en tout cas cette aspiration qu'on a tous plus ou moins à vivre de nos rentes. Bruno Cazenave, merci. Merci Olivier. On a terminé, mais je vous invite à prolonger cette séance en regardant le film Margin Call, un film absolument passionnant sur la finance et sur les lois du marché et la façon dont elles sont traduites, modélisées de façon mathématique. Voilà une autre forme de dialogue avec l'invisible qui est remise entre les mains de traders, chargés de traduire en bon anglais, pour nous tous, les décisionnaires, un langage ésotérique. Merci.